liberté. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité toujours renouvelée au programme de Joliba TV News. Bienvenue dans votre émission En toute liberté. En toute liberté, c'est votre tribune qui donne la parole aux acteurs politiques, mais aussi aux acteurs de la société civile. Objectif, faire bouger les lignes et faire vivre notre jeune démocratie. À Joliba TV News, nous ferons le serment de faire la télé en libéralisant la parole publique, mais aussi d'œuvrer au quotidien pour une information plurielle au service du citoyen et de la démocratie. Notre invité est un ancien général démissionnaire de l'armée malienne, ancien ministre de l'administration territoriale, candidat malheureux à la présidentielle de 2018. Il est aussi le président de la Ligue démocratique pour le changement. Mesdames, Messieurs, vous l'aurez compris, notre invité, le général Moussa Senko Coulibaly. Avec lui, nous allons parler de la vie du parti, mais aussi nous allons parler de son parcours, mais aussi des questions d'intérêt national. Moussa Senko Coulibaly, bonsoir. Bonsoir, merci de m'inviter sur votre plateau. Tout le plaisir est pour moi d'être avec vous ce soir. Merci de répondre à notre invitation. Vous êtes à l'aise dans ce style, dans ce face-à-face? Je suis à disposition. Vous n'avez pas peur de l'affrontement, ce n'est pas de l'affrontement. Hein? Nous avons décidé de représenter une partie de la population malienne, d'être le porte-voix de cette partie de la population, d'exprimer la volonté de cette partie de la population. Donc il est important qu'on ait l'opportunité d'être sur les médias, de pouvoir parler à l'ensemble des Maliens qui sont au Mali et des Maliens qui sont à l'extérieur. Donc tout le plaisir est pour moi de pouvoir aujourd'hui, si l'occasion m'est donnée, de parler de la Ligue démocratique pour le changement, de parler de notre projet de société, de parler de ce que nous faisons actuellement sur le terrain, de parler de la vie. Est-ce que vous pouvez prendre l'engagement, la ferme conviction de dire, bon, vous allez dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, devant les spectateurs maliens et africains ce soir? Je n'ai pas besoin de prendre cet engagement parce que cet engagement est déjà pris. Dès qu'on s'est engagé dans la politique ici au Mali, on s'est dit, on va faire la politique autrement. Notre engagement est basé sur la sincérité, la vérité, la rigueur, le sérieux dans ce que nous faisons. C'est ce qui caractérise d'ailleurs la Ligue démocratique pour le changement. C'est ce qui fait notre différence avec les autres partis. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens courent vers la Ligue démocratique pour le changement. Aujourd'hui, nous sommes un parti heureux, nous sommes un jeune parti, un parti qui se développe. Permettez-moi de saisir cette occasion pour saluer les derniers bébés qui sont nés dans la famille, c'est-à-dire que notre section au Tchad, notre section au Cameroun, notre section au Gabon et notre section à Bobo-Dioulasso et à Dakar. En fait, on est un jeune parti qui se développe aujourd'hui parce que certains ne connaissent pas là où nous sommes situés géographiquement et c'est pourquoi je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne viennent pas vers nous. Nous sommes installés à Faladier, non loin de la Tour de l'Afrique, mais à partir de la semaine prochaine, nous serons rue du Gouverneur, toujours à Faladier, et nous invitons tous les Maliens aujourd'hui. Le seul parti politique disponible pour tous les Maliens, c'est la Ligue démocratique pour le changement. Donc nous invitons tous les Maliens à nous rejoindre ou à téléphoner pour ceux qui ne peuvent pas venir à Faladier au 66 72 49 60. Oui, on va en parler justement. Okay, certainement vous allez faire un clin d'œil à vos partisans juste certainement après l'émission. Donc Moussa Senko Coulibaly était un général démissionnaire de l'armée. Je voudrais savoir, est-ce que pour cet entretien, ce général, ancien ministre, comment je dois vous appeler au président Moussa Senko Coulibaly? En fait, on a la chance aujourd'hui, la Ligue démocratique pour le changement, et personnellement, j'ai la chance de pouvoir incarner le général, de pouvoir incarner l'ancien ministre. Et tout ça, c'est la combinaison de tout ça qui fait aujourd'hui qu'on s'est dit on peut enrichir le débat politique. Et c'est pourquoi même nous avons décidé de nous lancer sur la scène politique en disant nous avons quelque chose à apporter. Donc que vous dites général ou que vous dites monsieur le ministre, le tout convient parce que... Si vous êtes général, ça veut dire que moi je dois faire le garde-à-vous. Est-ce que le titre de général c'est bien pour cette émission? Général, c'est quelqu'un qui sert. Au contraire, nous sommes là pour nous mettre au garde-à-vous devant le peuple malien parce que nous sommes prêts à servir le peuple malien. Moussa Senko Coulibaly, pour les téléspectateurs maliens et africains qui nous regardent en ce moment, je veux faire un petit résumé de votre parcours. Vous êtes né le 14 juillet 1972, c'est ça? Exact. 14 juillet, c'est la fête de l'indépendance de la France? La prise de la Bastille. La prise de la Bastille, voilà, c'est plus précis. Oui. Ok. Vous avez fait le Britannique militaire de Cati. Absolument. Vous avez, on dit de vous que vous êtes un brillant officier, formé dans les meilleures écoles militaires de France, Saint-Cyr, et puis aussi à l'école du génie à Tanger, France 1992-1995.
Et vous avez été un ancien directeur de l'école de maintien de la paix à l'Union Blondimbe. Absolument. Avant de démissionner après. Oui. De l'armée aussi, on va le dire. Vous avez été aussi un ancien directeur de cabinet de Amadou Aya Sanogo, on se rappelle, depuis de 2012. Vous avez été directeur de cabinet, ministre de l'administration territoriale. Vous avez organisé même des élections, les élections de 2013. Tout à fait. Vous avez fait des études scientifiques, mathématiques supérieures en France, c'est bien ça? Vous êtes aussi titulaire des Master 2 en stratégie défense et sécurité et gestion des conflits et catastrophes. C'est quand même un CV bien fourni pour le militaire que vous êtes. C'est une chance que j'ai eue. Et aussi, nous travaillons pour pouvoir offrir cette chance à tous les Maliens. Parce que nous, au niveau de la Ligue démocratique pour le changement, nous pensons que la première richesse d'un pays, c'est la ressource humaine. Donc c'est pourquoi dans notre projet de société, le premier point sur lequel nous insistons beaucoup, c'est l'éducation. Nous voulons, j'ai eu cette chance, malheureusement cette chance n'est pas offerte aujourd'hui à beaucoup de Maliens. Nous voulons que l'éducation soit la priorité du Mali. Et pour nous, la Ligue démocratique... Si vous n'étiez pas militaire, quelle profession aurez-vous choisi? En fait, Vous avez choisi d'être militaire, d'être dans l'armée, c'est ça? Je pense que si c'était à refaire et que si j'avais le choix, je referais le même parcours. Je suis très très fier de ce que j'ai fait jusqu'ici. Je suis très content. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos faits d'armes? Parce que beaucoup ne savent pas. Qu'est-ce que Moussa? C'est vrai, sur le plan du CV, c'est quand même, vous avez fait Saint-Cyr, c'est prestigieux. Mais est-ce que vous avez des faits d'armes? Est-ce que les Maliens connaissent Moussa? Est-ce que vous avez fait les terrains de guerre? Est-ce que vous étiez sur le terrain, sur le front? Parce que c'est ça, la valeur d'un général, c'est aussi sur le terrain. Est-ce que vous êtes un général de terrain ou un général de salon? L'appréciation de ma carrière militaire, je pense que je vais laisser ça aux personnes avec qui j'ai travaillé pendant la période et les personnes qui ont pu suivre ma carrière et qui peuvent, moi je ne pourrais pas m'évaluer moi-même. Qu'est-ce que vous pouvez dire humblement sur votre carrière, homme de terrain par exemple? Non, je pense que si j'ai eu le parcours que j'ai eu, à certains moments, tu sais, dans l'armée, on ne se donne pas les grades. Il y a des gens qui apprécient ce que vous faites comme fonction, ce que vous faites comme action, et ce sont ces personnes qui décident à un moment de dire oui, ils méritent le grade supérieur. C'est en fonction d'une combinaison de beaucoup de choses, surtout le travail qui est fait, qui est évalué, qui est noté. Donc au bout d'un moment, si quelqu'un passe de sous-lieutenant à général, je suppose que quelque part ce qui était censé l'évaluer... On suppose que vous êtes bon, mais maintenant est-ce que sur le terrain vous avez aussi des aptitudes? Vous avez démontré des aptitudes de guerrier, de grand guerrier par exemple? Le grade, c'est surtout, ça confirme l'aptitude à occuper une fonction et à produire des choses sur le plan militaire. Donc là, ça ne se discute pas. Comme je l'ai dit, au bout d'un moment, quelqu'un qui arrive à se hisser à ce niveau, ce n'est pas par accident, ce n'est pas un hasard. Ça veut dire que forcément, la personne a des qualités, a des aptitudes. Mais ceci dit, je pense que pour avoir un meilleur jugement, il faut vous adresser aux personnes que j'ai encadrées ou les personnes qui ont eu à m'encadrer. Est-ce que vous apprenez à vos apprenants, pour ne pas faire peut-être de la tautologie? Est-ce que c'est des coups d'État que vous apprenez aux autres, aux enfants? Parce que vous avez quand même été soutenu le coup d'État de 2012. Je pense que vous avez peut-être une très très mauvaise idée de la formation des militaires au Mali. À mon avis, déjà penser que on apprend à des militaires à former un coup d'État. Vous avez demandé de demander des gens. Donc je pose des questions. Oui. Voilà. Parce qu'on a vu quand même que c'était vous avez soutenu le coup d'État de 2012. Oui. Vous, le formateur, certainement, dans la formation, vous dites qu'il faut être aux ordres politiques, mais pourquoi dans la pratique c'est autre chose? Ce que je peux vous dire, dans une formation militaire, on apprend d'abord à aimer son pays, on apprend à servir son pays, on apprend l'esprit de sacrifice pour son pays. C'est ce qui est enseigné, il n'y a pas autre chose. Maintenant, s'il arrive autre chose, il faut analyser, voir qu'est-ce qui a conduit à ça. Vous parlez de coup d'État, on a suffisamment parlé des différents coups d'État qui se sont produits au Mali. Justement, parlons de votre coup d'État. Est-ce qu'avec le recul, vous n'avez pas de regrets, Moussa Sinko Coulibaly? Disons des leçons qu'on tire de ce qui s'est passé en 2012. On a appris. Il y a eu des choses qui ont bien marché, il y a eu des choses qui ont moins bien marché. Et d'ailleurs, c'est cette expérience qui me vaut aujourd'hui d'être là pour dire oui, je peux apporter quelque chose au débat politique, je peux apporter quelque chose au renforcement de la démocratie au Mali. C'est ce que nous faisons. Nous avons créé un parti politique qui s'appelle la Ligue démocratique pour le changement et nous essayons aujourd'hui, à l'intérieur de ce parti politique, de
comprendre les aspirations du peuple malien et de proposer des solutions. Je me rappelle à l'époque quand on vous a interrogé, juste après le coup d'État, si vous avez à l'époque les nouvelles du président Amadou Toumani Touré, votre réponse a été, je cite, votre mission, ce n'est pas de chercher, ce n'est pas de s'intéresser aux nouvelles d'un général fuyard. Des années après, est-ce qu'on ne peut pas dire la même chose de vous, puisque vous avez pratiquement déserté le terrain? Vous n'êtes pas sur le front, vous avez démissionné à un moment où le pays est en guerre, général Moussa Sinko Coulibaly. Est-ce que vous pensez que c'était une décision, est-ce que c'était une bonne décision? Je pense avec le parcours, votre parcours, on vient de le dire tout de suite, c'était un parcours brillant. Vous avez fait les meilleures écoles militaires en France. Et vous profitez de cette situation pour quitter les frères d'armes. C'est une bonne occasion d'essayer de dire à beaucoup de Maliens et à beaucoup de personnes qui pensent qu'un conflit se règle uniquement avec les armes, de leur dire que si l'engagement armé peut jouer un rôle dans le règlement d'un conflit en disant que le pays est en guerre, je pense que le niveau politique est beaucoup plus décisif dans la résolution d'un conflit. Donc aujourd'hui, ce que j'ai décidé, ce que j'ai compris en disant l'armée a un rôle à jouer, mais je pense que je pourrais être beaucoup plus important au niveau politique en essayant de trouver des solutions. L'armée s'occupe uniquement d'un volet, peut-être d'un volet purement militaire, physique sur le terrain, la sécurité matérielle et physique des personnes. Mais comprenez qu'un conflit, quand ça naît, les origines peuvent être multiples. Des fois, c'est des problèmes institutionnels, des fois, c'est des problèmes de gouvernance, des fois, c'est des problèmes politiques. Donc, c'est à ce niveau qu'on peut apporter des vraies solutions. Donc, qu'est-ce que j'ai essayé de faire avec la chance que j'ai eue? J'ai une expérience militaire qui est là, qui est un capital qui ne va pas disparaître, mais aussi j'ai une expérience politique. Donc, parmi aujourd'hui, il y a beaucoup de généraux ici au Mali, mais très peu ont eu la chance d'avoir cette expérience politique que j'ai eue en 2012-2013. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de me hisser à un niveau supérieur pour dire c'est à ce niveau qu'on peut mieux résoudre les problèmes. Vous pouvez le faire en conseillant, par exemple, les politiques. Ça aussi, vous pouvez le faire. Pourquoi c'est-à-dire quitter complètement l'armée pendant que le pays est en guerre? Vous pouvez quand même conseiller Moussa Sinko Coulibaly. Donc, c'est penser qu'aujourd'hui, je ne suis pas disponible pour conseiller les politiques. J'ai toujours été disponible pour conseiller ceux qui ont besoin de mes conseils. Donc, aujourd'hui, conseiller quelqu'un ne pose aucun problème. Mais ceci dit, et il est toujours important. Est-ce que ce n'est pas un gâchis le fait de démissionner de l'armée au moment où le pays a besoin de ses généraux, de tous ses généraux? Parce qu'on a vu l'exemple avec les autres pays, sont les généraux qui sont pratiquement sur le front. Et vous, ce sont les autres, les hommes de rang qui sont sur le terrain, qui meurent pour le pays. Parce et vous êtes dans les bureaux, c'est quand même c'est ce que pense, est-ce que vous avez les échos? C'est ce que pense le citoyen malien. Bon, donc souvent quand on dit de vous que vous êtes général et qu'on sait que le pays est occupé, ça fait souvent grincer des dents. Personnellement, je ne suis pas dans un bureau. Je suis sur le terrain depuis que j'ai quitté l'armée. Quel terrain? Sur le terrain politique. Sur le terrain politique, justement, ce n'est pas là que vous devez être. Vous devez être sur le terrain militaire, Moussa Sinko Coulibaly. C'est ce que j'essaie de vous expliquer en disant que la solution au problème au Mali n'est pas que militaire. On a besoin des gens qui ont l'expérience militaire, qui ont l'expérience politique, qui peuvent combiner les deux, proposer des solutions. C'est ce que j'essaie de faire. La solution à la crise malienne, pour nous, la solution ne peut pas être militaire. Le public malien comprend comme ça? Non, parce que vous avez été à l'élection présidentielle, vous avez obtenu 0,98%. Donc c'est un message fort. C'est vous dire, le public veut vous dire, allez au front. Le terrain politique, ce n'est pas vous. J'ai l'impression que vous faites partie des gens qui ont organisé la fraude de l'élection de 2018. Non, on va en parler puisque vous parlez de fraude. Vous semblez valider les résultats qui ont été donnés en 2018. C'est un baromètre, Moussa Sinko Coulibaly. Vous savez, en étant observateur de la vie politique au Mali, qu'il n'y a pas eu d'élection en 2018, qu'il y a eu une nomination de président. C'est votre élection ou bien c'est vos voix ou bien c'est justement le fruit de la fraude? Vous savez... Vous avez eu combien de pourcents? Non, je vais vous dire, j'ai été très très fier de ce résultat, malgré la fraude, malgré toute la manipulation autour des élections, parce que plus de 50 000 personnes qui décident de voter pour vous pour une première élection, 50 000 personnes, ce n'est pas négligeable. Je rends aujourd'hui hommage à ces 50 000 personnes qu'on m'a attribuées officiellement, même si nous pensons que on a fait beaucoup plus, mais aujourd'hui c'est l'opportunité et nous sommes très très fiers de ça. Oui. Nous sommes allés à une compétition, 50 000 personnes ou beaucoup plus ont voté pour nous, c'est l'occasion de les remercier et de leur dire
Le Mali a besoin de ces personnes et de beaucoup plus de Maliens pour nous permettre de poser les refondations du Mali. Ce que nous proposons, c'est un Mali nouveau. Ce que nous proposons, c'est quelque chose qui sera en rupture du Mali qu'on nous a servi en 91, de la démocratie qu'on nous a servi en 91. Est-ce que quand souvent vous voyez les généraux tchadiens, vous n'avez pas un choc, ça ne vous choque pas, sur le terrain, qui ont des résultats? Je peux vous dire que comparaison n'est pas raison. Ici, c'est l'occasion de rendre un hommage aux militaires maliens. Tous les militaires maliens sont engagés pour leur pays. Vous semblez vous acharner contre les généraux. Non, je pose des questions. Non, les réponses c'est pour vous, oui, les questions c'est pour moi. Est-ce qu'on est d'accord sur ce principe? Nous sommes le relais de l'opinion publique. Vous êtes d'accord sur ce principe? Je suis absolument d'accord. Okay. Et vous êtes à cœur ouvert dans cette émission? Je suis absolument d'accord. Sans langue de bois. C'est l'occasion de rendre hommage à ces généraux qui ont beaucoup, pour la plupart, depuis sous-lieutenant, lieutenant, capitaine, ont été sur le terrain dans des conditions difficiles. Ce n'est pas maintenant qu'ils sont à des très hauts niveaux qu'on va penser qu'ils ont démissionné ou qu'ils n'ont plus envie de servir leur pays. Je connais presque individuellement chacun de ces hauts gradés de l'armée. Je connais leurs valeurs, leurs compétences. Ils aiment le Mali, ils ont toujours aimé le Mali, ils ne demandent qu'à servir le Mali. Ils ont besoin qu'on leur mette dans un cadre institutionnel où ils peuvent servir le Mali. Et ce cadre institutionnel ne peut être fourni que par le niveau politique. Et pour permettre de mieux utiliser aujourd'hui les militaires, il n'y a rien de mieux qu'un ancien militaire. C'est ce que j'essaie d'incarner. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je suis sur la scène politique et je me dis, il est important, il est temps de confier le pays à quelqu'un qui a, en plus des autres notions, mais aussi une bonne connaissance des problèmes sécuritaires et de l'utilisation qu'on peut faire et de l'utilisation qu'on peut faire de notre outil de défense et de sécurité. Malheureusement, les autres n'ont pas montré cette capacité depuis 91 jusqu'à maintenant. Le résultat, on le voit sur le terrain. Aujourd'hui, le défi sécuritaire, on a presque l'impression qu'il y a un abandon. Et quand on prend les autres comportements de la vie de l'État, l'économie, l'éducation, le social, les infrastructures, la santé, rien ne fonctionne. Donc pour dire que le combat qu'on a engagé contre l'ancien régime incarné par... On va en parler, mais justement, on va jeter un coup d'œil dans le rétroviseur. Nous sommes en juillet 2013, vous étiez ministre de l'administration territoriale, oui. Vous avez organisé des élections. Oui. Et nous allons justement regarder une vidéo où vous parlez des résultats, vous parlez des tendances, et ce soir nous allons parler justement des tendances, et on revient juste après. D'accord. Il y a des tendances qui se dégagent. Il y a un candidat, en l'occurrence le candidat Ibrahim Boubacar Keïta, qui a une large avance sur les autres candidats. Les écarts sont importants. Si ces écarts sont confirmés, il n'y aura pas de deuxième tour à l'élection présidentielle du 28 juillet. Néanmoins, toutes les dispositions sont prises pour que si un deuxième tour s'impose, nous soyons prêts pour le rendez-vous du 11 août. Moussa Koulibaly, on vient de vous suivre là. C'était 2013. Avec le recul, est-ce que vous n'avez pas pensé que c'était une erreur stratégique monumentale? Les élections de 2013, en particulier l'élection présidentielle, c'est la meilleure élection qu'on a organisée au Mali depuis l'indépendance. Je pense que cette élection doit servir de baromètre. Et c'est cette élection, si on doit enseigner des élections dans les écoles politiques au Mali ou dans les écoles au Mali, c'est cette élection qui peut servir d'exemple. Ça a été organisé de façon maîtrisée, parfaite, du début jusqu'à la fin. Okay. Mais à la fin, je peux vous dire, à la fin, tout le monde a dit que l'élection a été bien organisée. Les observateurs nationaux, les observateurs internationaux et les candidats, le candidat qui a été vainqueur et le candidat qui est arrivé deuxième, qui a été battu, les deux ont tous reconnu que ça a été une élection équilibrée, ça a été une élection juste et ça a été une élection qui a permis l'expression de la volonté populaire. Et même après, pendant très longtemps,
quand M. Ibrahim Boubacar Keïta est devenu président, après qu'il a eu à mal gérer le pays, beaucoup de gens se sont dit heureusement que les élections étaient bien organisées. Si ça n'avait pas été le cas, si quelqu'un d'autre était devenu président, on allait pour l'éternité et regretter ce président, et on nous a évité ça. Donc pour dire qu'aujourd'hui, ça a été vraiment une exception. Toute l'équipe a bien travaillé. Ça a été l'équipe a bien travaillé. Est-ce très belle élection. Est-ce que vous n'avez pas péché dans la communication? Si vous dites, si les tendances se confirment, il n'y aura pas de second tour. Est-ce que c'est à vous de dire cela? Pendant que c'était des résultats, vous n'avez pas à commenter les résultats. Donnez juste les résultats. IBK tel pourcent, Soumaïla tel pourcent. Mais vous commentez. Est-ce que vous n'étiez pas en mission, Moussa Senko Coulibaly? Vous savez, j'ai toujours essayé de servir ce pays en toute honnêteté. J'avais aucun intérêt à cette époque de défendre un candidat, et je pense qu'avec le temps nous a montré après, par mon opposition à ce régime. Je ne sais pas ce qui s'est passé après. On ne connaît pas les clauses peut-être de cet accord. On ne connaît pas les clauses. Est-ce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé? On n'est pas dans les secrets. Mais justement, par rapport à cette image qu'on vient de voir, est-ce qu'avec le recul, vous n'avez pas eu de regrets? Je pense qu'il Est-ce que vous n'étiez pas un ministre stagiaire? Sur les mots, par exemple, dans le feu de l'action, c'était l'improvisation. Vous avez commenté les résultats. Ce n'était pas votre rôle, Moussa Senko Coulibaly. Est-ce que vous le savez? Je n'êtes pas à la Cour constitutionnelle pour proclamer, pour dire qu'il y a eu des écarts. Vous avez fait de la littérature à ce niveau-là. On était au premier tour. C'était pas méchant. C'était pas méchant. Vous étiez dans l'euphorie de la victoire déjà. Non, pas du tout, pas du tout. Mais est-ce que vous reconnaissez que vous avez fait une erreur à ce niveau? Non, pas du tout. Il y a eu beaucoup de spéculations sur ce qui s'est passé. Parce qu'on s'est dit, il a été dit que dans les coulisses, dans votre entourage immédiat, vous avez eu des regrets après. C'était sous le fait de l'improvisation que vous avez dit, si les tendances se confirment. En fait, il y a très peu de secrets ici au Mali. Quand vous dites que vous ne savez pas ce qui s'est passé après, si j'étais pas en mission. Est-ce que si c'est à refaire, vous allez dire, vous allez commenter des résultats? Parce que quand même, c'est sensible, l'élection présidentielle. Vous êtes un acteur majeur et vous commentez les résultats d'une élection dont le second tour n'est pas encore entamé, Moussa Senko Coulibaly. J'ai donné des résultats. Le brillant militaire sur ce coup n'a pas été excellent quand même, il faut le dire. J'ai donné des résultats, il n'y a pas eu de commentaires, les résultats ont été donnés. Il y a des gens qui étaient très contents parce que, voilà, on a donné les tendances. Ceux qui étaient en difficulté pour le second tour. Pourquoi dire que si les tendances se confirment, il n'y aura pas un second tour? Est-ce que c'était votre rôle, Moussa Senko Coulibaly? Bien évidemment, en tant que ministre chargé de l'organisation des élections. Donc si vous devez organiser aujourd'hui les élections, vous allez toujours donner les tendances? Je ne me donne pas aujourd'hui comme rôle d'organiser des élections. Je pense que j'ai envie de... Est-ce que vous pouvez reconnaître au moins devant les Maliens que c'était une erreur? Si vous regrettez, Moussa Senko Coulibaly, vous savez, parce que on sait de vous que vous êtes un homme très franc. Avec le recul, vous avez certainement compris cela. Si vous me laissez parler, vous allez comprendre. Vous savez, moi, je suis pour la liberté d'expression et la liberté aussi de réflexion et de penser. Si vous pensez que ça a été une erreur, je respecte votre jugement et votre point de vue. Mais vous ne le pensez pas au fond de vous-même? Non, ce n'est pas une erreur. On a donné des tendances, on a donné des résultats. On avait besoin d'informer l'opinion nationale. L'opinion nationale a été informée. Chacun, suivant les positions que les uns et les autres avaient à l'époque, certains ont interprété de façon positive, d'autres ont interprété de façon négative. Mais ce que je veux dire, le résultat in fine de l'élection présidentielle, c'est que tout le monde a reconnu que ça a été la meilleure élection. Et depuis, il y a eu d'autres élections après, mais ça a été et ça reste toujours la meilleure élection qu'on a organisée ici au Mali. Vous organisez des élections et c'est vous-même. Et pourquoi en 2018, vous dites que ce n'est pas des élections organisées? Parce que ce n'était pas vous, l'organisateur? C'est cette élection qu'il faut enseigner à nos hommes politiques et dans les partis politiques. Pour 2018, il y a eu des exemples où des candidats, pas moi, ont dit sur différents plateaux de télé qu'ils ont voté dans les bureaux de vote et résultat pour eux dans ces bureaux de vote, c'est 0 votant. Donc ça intrigue quand même. Aussi, il y a eu beaucoup de bureaux de vote dans des régions plutôt vers le nord du Mali, où il y a eu plus de votants que d'inscrits sur les listes électorales. Bon, tout ça, c'est quand même des indications pour nous dire que les élections ont été pour le moins bâclées. On va en parler. Voilà. Vous étiez très proche d'Ibrahim Boubacar Keïta en 2013 et après le divorce venu après. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous reprochez au président Ibrahim Boubacar Keïta? Je reproche à sa personne. C'est sa gestion qui a été calamiteuse.
c'est sa gestion qui a été catastrophique. Quand il est arrivé au pouvoir en 2013, il a fait des promesses et on avait pensé, tous les Maliens avaient pensé qu'il allait être une solution pour le Mali. Lui et son entourage, ils ont été plutôt des problèmes pour le Mali. Tout le Mali l'a dit, tout le Mali l'a reconnu, sauf lui-même et son entourage. C'est pourquoi, à la fin de son régime, c'est tout le Mali, avec l'esprit M5, qui s'est révolté contre son régime et pour demander son départ. Vous étiez très virulent contre le président Ibeka. Oui, virulent. Parce que peut-être... Généralement, l'armée, c'est la grande miette, mais vous étiez devenu très bavard à Moussa Senko Coulibaly. Non, en fait, j'ai commencé à beaucoup parler quand j'ai décidé de quitter, parce que je respecte quand même les textes de la République. Quand j'étais encore sous l'uniforme, je n'étais pas en contact avec les médias, je n'ai pas fait de sorties. Quand j'ai décidé de prendre la parole, j'ai pris le soin de démissionner et voilà, de quitter l'armée pour avoir la liberté de parler. Donc c'est ce que j'ai fait. Et aussi peut-être que j'ai eu la chance de servir pendant une petite période dans le premier gouvernement du président Ibrahim Boubacar Keïta. Et peut-être ça m'a permis de comprendre assez rapidement avant beaucoup de gens que ce régime-là n'allait apporter rien de positif au Mali. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Et donc, il était de mon devoir de dire et de dénoncer ce que j'avais comme connaissance de ce qui se faisait à l'intérieur et aussi par rapport à l'idée que je me faisais de ce qui devait être la gestion d'un pays et de ce qui devait être l'engagement à ces niveaux au sommet de l'État vis-à-vis des populations. Je ne retrouvais pas cet engagement. Okay. Et donc... il fallait vous engager politiquement. Et je dois servir mon pays. Et quand vous devez servir mon pays... Pourquoi vous n'avez pas choisi vous... d'intégrer un parti politique, par exemple? Pourquoi choisir carrément de créer votre propre parti politique? Vous pouvez servir dans un autre parti politique. Nous avons décidé de faire la rupture avec tous les systèmes qui existaient à l'époque. Donc, intégrer un parti politique aurait été une faute, une erreur, parce que pour nous, de 91 jusqu'à 2017, où nous avons démissionné, nous pensons que de près ou de loin, toute la classe politique a participé à la faillite de l'État. Donc, ce que nous avons voulu proposer, c'est quelque chose de complètement nouveau, en totale rupture avec ce qui s'est fait pendant cette période. Donc, il était tout à fait naturel pour nous de créer une nouvelle formation politique, de dire on peut faire la politique autrement et de prôner le changement. Ok, on va parler de... Qu'est-ce que Ibeka, vous l'avez combattu, si Ibeka a une qualité, c'est quoi? Parce que vous le connaissez certainement. S'il a une qualité, ça serait quoi? Il a certainement beaucoup de qualités dans sa vie privée, mais dans la gestion de l'État, j'en connais pas. Donc voilà. Certainement dans la vie de tous les jours, il a beaucoup de qualités, je n'en doute pas. Mais pour la gestion de l'État, il n'a rien montré comme qualité, malheureusement. Vous avez été convoqué parce que vous étiez l'un des premiers à demander la démission du président de la République. Oui, c'était vous avez été convoqué au camp 1. Oui, c'était l'expression des gens. Qu'est-ce qu'on vous a dit à l'époque? C'était l'expression des... Enfin, comme j'ai dit, on essaie de porter la voix des gens qui souffrent tous les jours, qui n'ont pas accès aux médias, qui n'ont pas accès à beaucoup plus de monde, avec lesquels on discute. Et l'expression, c'est qu'on a mis sur Twitter en disant qu'il est temps de mettre fin Quand vous avez dit qu'il fallait abréger la souffrance du peuple malien, d'aucuns ont pensé à un coup d'État. Et quelques temps après, on a vu aussi un coup d'État. Et même des noms circulés après. Donc, oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis pour la... Je ne vous prête pas des intentions. Je suis pour la liberté de penser, donc je ne vais pas commenter la pensée des uns des autres, mais à mon avis, ce n'était pas ça. C'est un général qui parle. Si c'était un civil, on pouvait dire, bon, il appelle à la révolte, mais si c'est un militaire, il dit qu'il faut abréger, il faut le faire partir. Voilà. Oui, ce général est surtout issu de la population malienne, qui est en contact avec la population malienne tous les jours et qui exprime ce qui était à l'époque la volonté d'une majorité des Maliens. Et après, ça n'a pas tardé, il y a eu les manifestations du M5 et on a vu effectivement que le peuple malien souffrait et malheureusement le peuple malien continue à souffrir. Et d'ailleurs, pourquoi nous essayons tous les jours d'augmenter notre engagement? Parce que tout ce qu'on a reproché au régime Ibeka en termes de mauvaise gouvernance, pour le moment, il n'y a pas de solution. Tout ce qu'on a reproché en termes d'insuffisance, en termes de manquement au régime Ibeka, et les solutions tardent à venir. C'est pourquoi nous nous préparons, nous nous organisons pour les prochains rendez-vous électoraux en disant la seule solution pour le Mali aujourd'hui, ou la meilleure solution pour le Mali aujourd'hui, c'est la solution que la Ligue démocratique pour le changement propose, en axant notre projet de société sur un certain nombre de points. L'éducation d'abord,
Ensuite, le développement rural. On va en parler largement de votre programme. Ok, il n'y a pas de souci. Décidément, visiblement, vous avez déjà votre programme de société calé. Ah, bien évidemment. Il a déjà travaillé. Déjà, vous allez le soumettre certainement aux Maliens en février 2022, c'est ça? Nous, on est déjà sur le terrain en train d'expliquer ce que nous faisons et ce que nous voulons proposer aux Maliens. C'est vous candidat pour la présidentielle de 2022? Aujourd'hui, je peux déclarer officiellement. Donc, est-ce qu'on pouvait déclarer directement sur ce plateau que Moussa Senko est candidat, premier candidat déclaré officiellement? Aujourd'hui, solennellement et officiellement, au nom des sympathisants de la Ligue démocratique pour le changement et de tous les amis de la Ligue démocratique pour le changement, j'informe les Maliens, les non-Maliens au Mali et à l'extérieur du Mali que le président de la Ligue démocratique pour le changement, le général Moussa Senko Coulibaly, est candidat à la prochaine élection présidentielle pour transformer le Mali, pour rendre espoir aux Maliens, pour redonner confiance au Mali, pour retrouver le Mali que nous aimons, unifier les Maliens, pour que enfin la paix revienne au Mali et pour que enfin on soit en bonne harmonie avec les pays voisins et aussi nos amis des pays en Europe, en Amérique. Moussa Senko Coulibaly, merci de l'honneur que vous nous faites, parce que vous faites votre déclaration en direct, hein? Et sur notre plateau Djoliba TV News, c'est un honneur. Merci de passage. Merci. Et l'histoire le retiendra. Vous ne l'avez pas fait dans un meeting politique, mais en direct, dans l'émission En toute liberté, et c'est sur Djoliba TV News. C'était un honneur aussi pour vous. Hein? Tout le plaisir est pour moi de pouvoir demander la confiance du peuple malien. Et nous allons travailler pour que le peuple malien nous donne sa confiance et aussi mériter de cette confiance. C'est pourquoi nous travaillons tous les jours et nous appelons tous les Maliens à nous rejoindre dans cette lutte. Moussa, on va parler un peu de cet aspect peut-être un peu bizarre, mais on va en parler quand même. On vous a vu à l'époque, en 2013, vous n'avez pratiquement pas de barbe, mais quelques temps après, vous avez même laissé la barbe blanche. À un moment donné, on s'est posé des questions. Est-ce que c'est l'instruction de votre marabout, hein? Il vous a dit qu'il faut quand même laisser la barbe pousser, même la barbe blanche. Confidence. Je rappelle que c'est l'absence de barbe chez un homme d'un certain âge qui est pas naturel, j'ai envie de dire. Les barbes poussent naturellement. Mais on sait qu'on est dans la communication, il y a une dimension de la communication politique. Je vais expliquer. Donc avoir la barbe, c'est tout à fait naturel. Et aussi, dans notre pays, la barbe, pour certains milieux, c'est quand même signe de sagesse. Et ces signes extérieurs de sagesse vous empêchent d'aller vers certaines choses, mais aussi vous permet de vous questionner tous les jours sur ce que vous faites et ce que vous proposez aux populations maliennes. Donc aujourd'hui, c'est une forme de sagesse à tous les niveaux que nous proposons aux Maliens et aussi c'est une forme de maturité que nous voulons proposer aux Maliens. Parce que je pense que notre jeune démocratie jusqu'ici a péché à certains endroits par manque de maturité et aujourd'hui nous avons besoin... Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'en termes de maturité, Général Senko a grandi, la barbe pousse, il a grandi, parce que certains disent clairement que c'est sur instruction d'un marabout, on ne va pas donner de nom ici sur ce plateau. Absolument, nous avons appris beaucoup de choses, 2012-2013, c'était à peu près l'apprentissage. Ça s'est très très bien passé. C'était les erreurs de parcours? Non, il n'y a pas eu d'erreurs de parcours. C'était les tâtonnements, les improvisations? C'était les premiers pas, c'était la découverte. On a eu la chance d'être en contact avec beaucoup de gens d'expérience, d'être en contact avec des associations ou des partis politiques, même qui étaient là depuis très longtemps, même si beaucoup de ces partis politiques ont utilisé leur expérience pour des mauvaises causes. Mais on a appris et aujourd'hui nous pensons que, encore une fois, la solution que nous proposons est la meilleure solution qui existe parmi toutes les offres politiques qui existent à l'échelle nationale. Moussa Senko, nous allons parler peut-être après du M5 RFP, mais déjà après les événements du 18 août, et après le coup d'État, c'est la lutte du M5 qui a été parachevée selon les militaires, selon l'expression des militaires. Vous avez été sur le terrain à Place de l'Indépendance, Ibeka est parti. Et après, quand il s'agit de parler de la transition, de choisir qui doit diriger un civil ou militaire, votre nom était cité dans la presse. Et dans une certaine presse très crédible, hein, le nom de Moussa Senko revenait. Qu'est-ce qui s'est passé après? Tout s'est bien passé. Je pense que ça a été le signe qu'il y a des gens qui font confiance à la Ligue démocratique pour le changement et à ma modeste personne. J'ai été très très heureux de voir que dans les médias, il y a beaucoup de gens qui disaient oui, ça peut être lui. Et je les remercie pour la confiance qui a été portée à ma personne à cette époque. Et en fait,
ce que j'ai dit à beaucoup de gens, je suis toujours prêt à servir le Mali, à servir mon pays à différents niveaux, pourvu que le contrat soit très clair, pourvu que ça soit pour l'intérêt du Mali. Mais ma fixation n'était pas forcément d'être là quelque part pendant cette transition, parce que la conception que nous, au niveau de la Ligue démocratique pour le changement, nous avons d'une transition. Une transition est une période courte, une transition est une période pendant laquelle on essaie d'expédier les urgences, les affaires courantes, et on essaie de revenir le plus rapidement possible à la légalité institutionnelle et à la légitimité institutionnelle. C'est d'ailleurs pourquoi nous, depuis que la transition a commencé, nous disons qu'il n'est pas du rôle de la transition de se lancer dans des grandes réformes, il n'est pas du rôle de la transition de changer la Constitution, il est du rôle de la transition d'organiser, comme j'ai dit, expédier les affaires courantes, les urgences, organiser l'élection présidentielle et permettre à une légitimité et à une légalité de s'exprimer. Donner la voix, la chance au peuple malien de s'exprimer et de choisir une nouvelle équipe. Donc pour nous, pendant la transition, certains ont dit, vous avez été absent, vous êtes absent. Nous, on a dit, la transition, par définition, la transition n'a pas présenté un projet de société. Donc, par définition, on n'a pas forcément à critiquer les faits et gestes de la transition, parce que nous souhaitons que la transition s'arrête dans les 18 mois et que rapidement... Est-ce que vous avez été contacté par vos amis militaires, les colonels, aux premières heures? Est-ce que vous avez été approché? J'ai envie de dire, depuis, je suis militaire ou ancien militaire, ça dépend. J'ai toujours été en contact avec beaucoup de militaires, et d'ailleurs c'est toujours le cas. Et donc je ne vais pas me couper de milieu militaire, parce qu'aujourd'hui je suis dans le milieu politique. D'ailleurs ça permet pour moi d'enrichir dans les deux sens. Je peux donner des conseils aux militaires, tout comme dans le milieu militaire, ça me permet d'être à jour. Donc, bien évidemment, quand il y a eu les événements, naturellement, j'ai envie de dire naturellement... Vous avez été à Kati? Non, je n'ai pas été à Kati. Depuis bien avant le 18 jusqu'à maintenant, je n'ai pas été à Kati. Je n'ai pas besoin d'aller à Kati pour faire passer des messages ou pour... Est-ce que les collègues sont venus vous voir? Je pense qu'à ce stade, ce n'est pas ce qui est le plus important. Mais il y a eu des contacts, il y a eu des échanges. Je pense que c'est ce qui est le plus important. Ça promet pour vous? Quoi? Le soutien des colonels, vous en avez besoin? J'ai besoin du soutien du peuple malien. C'est ce que je demande. Je ne demande pas le soutien d'un... Mais votre parti n'est pas très implanté. Est-ce que vous rêvez d'un destin présidentiel si vous regardez dans le miroir? Est-ce que vous dites, c'est bon, je peux être président du Mali? Le travail paye. Nous sommes en train de travailler. Notre objectif c'est de pouvoir peser sur la vie politique au Mali. C'est pourquoi... Et à côté de l'élection présidentielle que nous préparons aussi les législatives. Nous allons présenter des candidats dans beaucoup de circonscriptions, mais aussi nous préparons les élections locales. Nous allons présenter dans des listes dans toutes les circonscriptions pour les municipales. Donc, notre engagement politique, ce n'est pas seulement l'élection présidentielle. L'élection présidentielle, c'est une partie, mais aujourd'hui, il y a une pensée, le changement, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, l'unité nationale, l'intégrité nationale, le processus de paix. C'est ça qu'on est en train de dire aux Maliens. Nous le disons et nous le faisons. Et nous disons aux Maliens, tout ce que nous avons dit pour le moment, vous avez la preuve que nous avons suivi ce chemin, nous n'avons pas dévié. Faites-nous confiance. Okay. Ce n'est pas seulement un président élu qui va pouvoir transformer le pays. Il faut un président élu, il faut des députés qui contrôlent l'action gouvernementale, des députés qui remontent les informations et des circonscriptions, mais aussi il faut des pouvoirs locaux qui s'occupent des problèmes locaux. C'est pourquoi dans notre projet de société, nous insistons aussi beaucoup sur la décentralisation. Okay. Et nous voulons aujourd'hui qu'on puisse transférer beaucoup plus de pouvoir au niveau local. Nous voulons transformer beaucoup. Et qu'au niveau central, qu'on reste avec seulement des choses qui peuvent être transférées pour le moment au niveau local. La diplomatie, la défense, l'économie, etc. Mais aujourd'hui,
Nous voulons qu'au niveau local, que le pouvoir soit réellement disponible à ce niveau. Ok. Moussa, parlons maintenant de M5 RFP. Hein. Vous étiez aussi membre du M5 RFP. Le M5 RFP, pour les téléspectateurs, les autres téléspectateurs africains qui nous regardent en ce moment, c'est le mouvement du M5 du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques. C'était une belle expérience pour vous, politique. Vous étiez à la place de l'indépendance. Hein. Vous n'avez pas raté les rendez-vous. C'était une belle ambiance pour vous. C'est une expérience qui continue. Ça a permis de souder les Maliens sur un objectif précis qui était lutter contre la mauvaise gouvernance, parce qu'en réalité, aujourd'hui, on essaie parfois de déplacer les débats sur d'autres aspects qui étaient des aspects secondaires de l'engagement du M5. Le M5, c'était surtout pour la bonne gouvernance contre la mauvaise gouvernance. Et aujourd'hui, cet esprit M5 existe toujours. C'est ce que nous essayons de cultiver et c'est ce que nous essayons de vendre à tous les Maliens. Maintenant, ça peut être vendu sous diverses appellations ou labels, mais le esprit M5 est toujours vivace. Maintenant, ce qui reste du M5 est très très différent de ce qui a été le M5 n'est pas mort pour vous. Il existe, l'esprit M5 le est là. M5 n'est pas mort et ne peut pas mourir parce que c'est l'esprit qui est là. Il y aura toujours des Maliens qui vont se réclamer. Par exemple, la Ligue démocratique pour le changement, nous faisons partie du M5. Nous avons été... Est-ce que vous pouvez nous citer 2 ou 3 personnalités qui vous ont particulièrement marqué, c'est-à-dire dans cette lutte-là du M5 RFP? Tout hasard, qui vous ont marqué personnellement? Non, il y a beaucoup de personnes et je vais citer une seule personne pour ne pas forcément rentrer dans citer des noms ou frustrer des gens inutilement. Mais quand Cheikh Oumar Sissoko, sous son leadership, nous a appelés à former et à participer à l'aventure de Espoir Malikroa, et il a été l'homme qui a incarné l'unité et l'espoir au sein de cette plateforme et qui a fini par donner naissance au M5. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion de rendre hommage à son engagement et à sa détermination. C'est que vous l'avez découvert dans cette lutte du M5 RFP. Auparavant, vous ne vous connaissiez pas? Moi, je le connaissais parce que, bien évidemment, il a été sur la scène politique depuis 1991. Depuis 1991, il s'est battu pour la démocratie et la bonne gouvernance au Mali. Donc, bien évidemment, je le connaissais. Et d'ailleurs, c'est pourquoi, quand il nous a fait appel, on n'a pas hésité, on est venu tout de suite. Et on a essayé d'apporter notre contribution, non seulement à la création et à la consolidation de Espoir Malikroa, mais bien évidemment, ensuite, il y a eu le M5, en fait, qui est né de Espoir Malikroa. Moussa Sinko, nous allons parler de questions d'actualité. Le président Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, et il y a eu une tentative, échappé à une tentative d'assassinat. C'était à la grande mosquée de Bamako. Hein, donc, on voit quelques images, la rédaction nous montre quelques images. C'était une tentative d'assassinat au couteau. Et déjà, vous êtes militaire, vous êtes un général. Quel est déjà votre regard sur cette question? Est-ce que ça veut dire que tout simplement nos chefs d'État ne sont pas en sécurité? D'abord, nos présidents. La Ligue démocratique pour le changement, par ma voix, condamne fermement l'acte qui s'est déroulé à la grande mosquée, cette tentative d'assassinat. Nous la condamnons. Ensuite, nous demandons aux autorités de la transition, bien évidemment à la lumière de ce qui s'est passé, de prendre plus de dispositions parce que depuis que la transition a commencé, on est passé par beaucoup de périodes de turbulence, de perturbations. Ça n'a jamais été tout à fait calme. On n'a pas besoin, avant la fin de la transition, de perturbations encore. Donc de prendre toutes les dispositions utiles pour nous permettre au moins d'éviter la répétition d'un incident du genre. Est-ce que pour vous, vous êtes militaire, est-ce que pour vous, il y a eu une faille dans le dispositif de sécurité? Pas forcément. Malheureusement, il n'y a pas de sécurité à 100%. Heureusement que, visiblement, l'objectif qui a été visé n'a pas été atteint, heureusement. Et comme j'ai dit, il s'agirait, à partir de maintenant, peut-être de renforcer et aussi faire des enquêtes pour voir si, au niveau du dispositif sécuritaire, s'il y a eu des déficits, essayer de les corriger. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, il n'y a pas de sécurité absolue, il n'y a pas de sécurité à 100%. Heureusement, le président n'a pas été touché et c'est tant mieux. Vous êtes général de l'armée. L'État, aujourd'hui, notre armée, elle est inquiétante. Hein.
si vous serez président, puisque vous avez déjà fait votre déclaration de candidature, qu'est-ce que vous allez changer justement à ce niveau-là pour remettre à niveau les forces armées de défense et de sécurité? Au niveau de l'armée, il n'y a pas beaucoup de choses à changer. Parce que comme j'ai dit, on a des militaires qui sont engagés, on a des militaires qui sont dévoués pour leur pays, qui se battent au quotidien, qui supportent des conditions. Bon, mais est-ce qu'il y a des résultats sur le terrain, Moussa? Je vais vous expliquer. Là, vous êtes dans le discours politique. Je vais vous expliquer. Là où il y a un déficit, c'est peut-être au niveau des armes intellectuelles qui n'ont pas été disponibles dans ce pays. Là où on a été battu, ça a été au niveau de la confrontation intellectuelle. Là où on a été battu, ça a été au niveau de l'opposition intellectuelle. On n'a pas été capable en tant que nation de définir ce que nous voulons pour ce pays. Nous n'avons pas été ensemble en tant que nation de créer l'unité nationale quand le pays en avait besoin. C'est ça où il y a eu le problème. Maintenant, moi, je ne serais pas d'accord avec vous, je ne serais pas d'accord avec un autre interlocuteur qu'on nous dise aujourd'hui que le problème c'est l'armée. Je ne peux pas être d'accord. L'armée joue pleinement son rôle. Et là où il y a des déficits, c'est au niveau politique. C'est là où on doit changer. C'est là où il y a toute la corruption, c'est là où il y a toute la gabélie, c'est là où il y a tout le clientélisme. Vous profitez pour faire un clin d'œil à l'ensemble de la grande miette, c'est ça? Vous êtes déjà dans la campagne pour ne pas frustrer les militaires. Sinon, sur le terrain, est-ce que les résultats sont satisfaisants? Monsieur Sinko Coulibaly, Moussa Sinko Coulibaly. Absolument, absolument. Comme j'ai dit, l'armée fait aujourd'hui tout ce qu'elle doit faire ou tout ce qu'elle peut faire pour assurer la sécurité et la défense des biens et des Maliens. Si vous devez noter l'armée sur 10, c'est combien? Si vous devez noter l'armée sur 10, vous donnez combien à l'armée? Cette notation, peu importe la note qu'on va donner, juste, ne va pas signifier grand-chose. Je vais pas. Elle a la moyenne? Non, je ne vais pas rentrer dans ce jeu. Je dirais tout simplement que l'armée fait tout ce qu'elle doit faire. Je veux dire, le problème n'est pas, j'insiste là-dessus, le problème c'est au niveau de, aujourd'hui je suis politique, je dirais de nous les politiques qui n'arrivons pas aujourd'hui à proposer des solutions à l'armée. Okay. L'armée est sous les ordres du politique. Okay. Aujourd'hui, les militaires, celui qui est chef de l'État, celui qui est ministre de la Défense et ceux qui sont à d'autres niveaux, ils sont à un niveau politique. Et c'est à ce niveau qu'il faut un changement, qu'il faut de nouvelles impulsions pour nous permettre d'utiliser l'armée correctement et de permettre aux autres compartiments de la vie de la nation d'apporter la contribution dont l'armée a besoin pour la réussite de sa mission. Moussa Sinko Coulibaly, c'est maintenant la partie où les citoyens vont se prononcer, vont poser des questions directes. On a appelé la rubrique questions directes. Avec la promotion de la relation, questions directes. Bonjour, moi c'est Ali Bokoum. Ma question au général, quelle est la solution sécuritaire qu'il peut nous proposer pour pouvoir organiser des élections transparentes et crédibles dans 6-7 mois en tant qu'un général de l'armée au gouvernement malien pour que nous puissions organiser les élections dans la transparence et dans la crédibilité? C'est la question que je pose au général. Bonjour Joliba FM, j'espère que vous vous portez à merveille. Je suis Adama Moïtoboula, juriste de formation au Royaume du Maroc. Alors je voudrais juste poser une question au général par rapport à son rapport avec les autorités actuelles de la transition. Quel est son lien avec, bien évidemment, les autorités actuelles de la transition? Je suis M. Sako depuis Paris. Je demande, est-ce que Moussa Sinko sera candidat en 2022? Merci beaucoup. Moussa Sinko Coulibaly, c'était là les questions des Maliens qui nous regardent en ce moment dans cette émission en toute liberté. Donc la troisième question est facile et je pense que ça a été répondu déjà en cours d'émission, mais c'est toujours bien de répéter. Donc je suis candidat au nom de la Ligue démocratique pour le changement à la prochaine élection présidentielle. Est-ce que ce sera en 2022 ou est-ce que ce sera un peu plus tard? Mais nous sommes candidats à la prochaine élection présidentielle. Nous voulons... Est-ce que cette fois-ci vous allez faire un score meilleur au 0,82%? Figurez-vous que nous allons gagner cette élection si cette élection est juste, si cette élection est équilibrée. Il n'y a pas de raison qu'on ne gagne pas cette élection. Vous avez parlé du M5 et vous-même vous l'avez reconnu. Vous avez dit nous avons été parmi les premiers, sinon les premiers à vendre l'esprit M5. Aujourd'hui, tout le Mali est M5.
Donc si le Mali doit voter pour l'esprit M5, je ne vois pas aujourd'hui une autre formation politique incarner mieux l'esprit M5 que la Ligue démocratique pour le changement. Donc figurez-vous, si l'élection présidentielle est organisée... Votre marabout semble vous rassurer sur l'issue de cette oui, élection présidentielle. Oui, Vous êtes d'accord, hein? Oui, parce que mon marabout, c'est le peuple malien. C'est le peuple malien qui nous dit aujourd'hui que c'est l'esprit M5 incarné depuis le début par la Ligue démocratique pour le changement, que c'est ça qui convient au peuple malien. Donc si les élections sont organisées de façon transparente, si les élections sont organisées de façon juste, il n'y a aucune raison aujourd'hui que la volonté du peuple malien ne s'exprime pas, qui est de dire l'esprit M5 doit gagner. Et nous, aujourd'hui, nous incarnons mieux que toute autre personne, mieux que toute autre formation politique, cet esprit M5. Donc aujourd'hui, le peuple malien va voter pour la Ligue démocratique pour le changement et pour le candidat de la Ligue démocratique pour le changement. Donc nous allons à l'élection présidentielle, pas pour faire de la figuration, mais pour gagner, pour apporter des solutions au peuple malien, pour assurer la paix au Mali et redonner espoir et confiance au peuple malien. Apporter l'école, l'éducation, relancer l'économie malienne, et permettre à nos paysans de vivre de leur activité, avoir des relations apaisées avec les pays voisins, mieux protéger les Maliens qui sont hors du Mali. C'est ça que nous proposons comme solution au peuple malien. Mais aussi, comme je l'ai dit, il faut qu'il y ait une décentralisation forte qui permet à ce que chaque Malien soit concerné par la gestion du pays. Il ne faut pas qu'on ait un pouvoir central avec trop de pouvoir, mais qui n'arrive pas à gérer. Et d'ailleurs, en termes de réforme institutionnelle, nous allons proposer à ce que les pouvoirs du président de la République soient désormais bien encadrés, qu'on n'ait pas un président qui est monarque, qui est roi, qui décide de tout et qui, au bout d'un moment, a une cour qui dit tout simplement oui, oui. Mais aussi, permettez-moi d'évoquer un point. Nous avons, dans notre projet de société, réservé un rôle particulier aux femmes. Aux femmes. Nous voulons la parité dans ce pays. Nous n'allons pas proposer qu'on légifère sur cette question, mais nous disons et nous allons le faire. Nous voulons la parité dans ce pays. Si les Maliens nous donnent la chance, partout où l'opportunité sera donnée de désigner les gens, nous allons faire parité, égalité entre hommes et femmes. Et même nous avons décidé au niveau de la Ligue démocratique pour le changement, les élections locales, nous allons faire un homme, une femme. Nous n'allons pas faire comme la loi l'impose, comme font certains partis politiques, puisque c'est la loi, 2 hommes et une femme. Non, nous allons faire un homme et une femme. Donc nous aurons des listes où s'il y a 20 personnes, il y aura 10 femmes et 10 hommes. Mais aussi ce que nous avons décidé, si nous devons présenter 100 listes, il y aura 50 têtes de liste hommes et il y aura 50 têtes de liste femmes. Donc nous voulons l'égalité et la parité à tous ces niveaux. Nous voulons redonner de l'importance ou plus de place aux femmes dans la gestion des affaires de l'État et dans la gestion tout simplement des affaires de tous les jours. Deuxième question, quelle solution en tant que général, quelle solution sécuritaire pour organiser des élections transparentes et crédibles sur l'ensemble du territoire? Question de citoyens. Les élections transparentes n'est pas liées à une question de sécurité. Les élections crédibles n'est pas liées à une question de sécurité. C'est peut-être l'organisation matérielle sur le terrain qui peut être confronté à des problèmes à cause de l'insécurité. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que nous voulons, il n'y aura pas d'élection parfaite. Il y aura peut-être probablement des endroits où il n'y aura pas d'élection. Mais ce que nous voulons, que partout où on aura l'opportunité de faire des élections, que les candidats soient mis sur le même pied d'égalité, qu'il n'y ait pas un candidat favorisé par rapport à l'autre, qu'il y ait une justice entre les candidats. Mais aussi qu'on s'assure que c'est la volonté du peuple malien qui va remonter comme résultat. Mais après, là où on ne pourra pas faire des élections, je pense qu'aujourd'hui, quand on fait une cartographie électorale du Mali, je pense qu'il y a plus de la majorité, il y a une bonne majorité de la population malienne qui pourra voter pour les prochaines élections. Donc je pense qu'à partir du moment où il y a une majorité qui a accès au bureau de vote, ça permet d'avoir quand même la volonté populaire. Dernière question de citoyens, vos rapports avec la transition, les nouvelles autorités de la transition. Dès le début, ce que j'ai exprimé, j'ai dit aux autorités de la transition, et j'ai eu l'occasion de répéter ça au nouveau Premier ministre. J'avais dit à l'ancien Premier ministre toute ma disponibilité
pour contribuer. Nous sommes là pour aider, sans contrepartie, sans calcul. D'ailleurs, comme j'ai dit, nous, dès le départ, nous avons dit on ne veut prendre aucune responsabilité au sein de la transition. Nous voulons plutôt proposer des solutions sur la durée aux Maliens. Donc, mais encore une fois, les autorités de la transition à différents niveaux savent que la Ligue démocratique pour le changement est disponible pour apporter sa contribution. Okay. Nous n'avons pas de solution à tout. Peut-être que nous ne connaissons pas tout. Mais là où on peut donner des avis, on va donner des avis. Moussa Sinko Coulibaly, sur les élections, il y a une question qui divise la classe politique malienne, c'est la gestion de l'organe unique des élections. Pour vous, comment il faut y aller à ces élections-là? Il faut aller avec l'ancien système ou il faut aller avec cet organe unique des élections? Bon, vous êtes un expert en matière électorale. Et dites-nous pourquoi. Donc, en fait, il n'y a pas d'ancien système, c'est l'actuel système. Okay. L'actuel système. Oui, il faut aller avec l'actuel système. C'est notre position. Nous pensons que quand on se réfère aux dernières élections législatives qui a été organisées par le ministère de l'administration territoriale, les résultats donnés par le ministère de l'administration territoriale n'ont posé aucun problème. Ces résultats ont été acceptés par tous les acteurs. Donc ça veut dire que on n'a pas forcément, et on n'a pas du tout de problème d'organisation des élections. Là où il y a eu des problèmes, ça a été au niveau de la validation, au niveau de la Cour constitutionnelle. Donc s'il y a quelque chose à changer dans l'urgence, c'est peut-être à ce niveau. Mais l'organisation matérielle, l'organisation technique, et jusqu'à la proclamation des résultats par le ministère de l'administration territoriale, n'a pas posé de problème. Et aujourd'hui, on a quelque chose qui marche très bien, et on veut nous embarquer dans une aventure sur un délai très très court qu'on ne maîtrise pas. Donc pour moi... il faut privilégier l'actuel mode de gestion des élections. Pas privilégier, garder tout simplement, parce qu'on n'a pas autre chose. Okay. On n'a pas autre chose pour le moment, c'est ce qu'on a. Okay. Et pourquoi, enfin, entre guillemets, c'est essayer de se séparer de quelque chose qui marche très bien, qui fonctionne très très bien, qui a montré son efficacité depuis toujours, et aller vers quelque chose de nouveau qu'on ne pourrait pas expérimenter avant de passer à une phase d'élection présidentielle ou d'organisation des législatives. Je pense qu'aujourd'hui, c'est prendre des risques inutiles pour notre jeune démocratie, pour la transition. Comme j'ai dit, on n'a pas besoin encore de perturbations. Donc, mieux vaut aller avec quelque chose qui est sûr, qui est maîtrisé, qui est connu. Ensuite, l'organe est unique, comme ça a été dit par beaucoup de gens. Rapidement, on pourra toujours, après la transition, penser tranquillement à la mise en place de cet organe unique. Moussa Sinko Coulibaly, c'était là le tour des questions avec vous sur votre parcours. Vous avez lancé votre candidature en direct. Je ne sais pas si on doit vous souhaiter bonne chance. Merci. On aura besoin bien évidemment de chance, mais surtout provoquer cette chance. Et pour provoquer cette chance, nous allons beaucoup travailler, nous allons aller sur le terrain, expliquer notre engagement aux Maliens et réexpliquer notre projet de société aux Maliens et surtout dire aux Maliens qu'un nouveau Mali est possible, que le Mali de nos rêves, que ça ne dépend que de nous, et dire à tous les Maliens de s'engager pour que ce rêve devienne une réalité. Un nouveau Mali est possible, ce sont là les derniers mots du général Moussa Sinko Coulibaly. Moussa Sinko Coulibaly, merci, c'était un plaisir de partager cet entretien avec vous. Je vous remercie. Et merci à tous ceux qui nous ont regardés et tous ceux qui nous ont écoutés à travers le monde. Merci. Merci, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission que j'ai eu l'immense plaisir de présenter. Merci de votre fidélité, toujours au nouveau programme de Djoliba TV News. Au revoir et à jeudi prochain. En toute liberté.